Alors, on va aller encore une fois, certains diront encore une fois de trop, heu, Évidemment. questionner notre capacité, à prendre des décisions, et nous allons parler aujourd'hui d'un biais cognitif qui s'appelle le break-even effect. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Mission pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Mission Chassagne et compagnie. Le break-even effect. Alors, qu'est-ce que c'est que, ce sujet? Eh ben, bien, vous savez qu'on prend en tant qu'entrepreneur de nombreuses décisions, tous les jours, peut-être 15, 20, 30 décisions, et que, bah, toutes ces décisions ne sont pas forcément, idéales. On les prend avec l'information dont on dispose, du mieux qu'on peut, mais, là-dedans, il y a quand même une grande part d'erreur humaine. Et donc, il se passe, la chose suivante, c'est que, bah, ça, c'est des sujets d'études, les gens essayent de comprendre où se situe et où se niche la cause des erreurs qui ne devraient pas, intervenir et on a donc étudié 2 effets, cognitifs, notamment dans le domaine de la finance, mais ça s'élargit bien sûr, à l'ensemble des activités humaines, qui s'appelle le house money effect et le break-even effect et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. On verra, en quoi, ces exemples de décisions irrationnelles de type break-even, effect, on verra, comment lutter, contre cela afin de prendre de meilleures décisions en tant qu'entrepreneur. Alors, il y a un très intéressant article qui est, paru maintenant il y a quelques années, qui s'est intéressé à, la capacité de différents types de traders sur les marchés financiers, alors là, en l'occurrence, sur, la place de Taïwan, qui, donc, traitent des contrats à terme, le futures market, et donc, quand est-ce qu'ils font des décisions, irrationnelles, des erreurs de décision, du type house money et du type break-even, effects et donc on a là, si vous voulez aller plus loin, un petit article que vous pouvez toujours lire, en entier. Mais plus globalement, si on repart un poil en arrière, les décisions irrationnelles, eh bien, vous savez, c'est qu'on a cette illusion de la rationalité, hein. Vous savez que, heu, 2 célèbres, heu, chercheurs américains, Daniel Kahneman et Tversky, j'ai oublié son prénom, ont mis en évidence, et Kahneman a eu le Nobel d'économie pour ça, puisque Tversky était décédé à ce moment-là, pour, montrer qu'en fait, depuis les Lumières, on pense qu'on est un être rationnel et qu'en réalité, il n'en est rien. Confronté à un certain type de décision, on va être, paralysé. Il y a un chercheur du CNRS, qui s'appelle Thomas Borot, un Français qui est neurobiologiste, qui a, bien expliqué récemment, dans un article accessible, qu'en fait, c'est, probablement, l'évolution qui a préservé une part d'aléatoire. C'est-à-dire que, chez les vertébrés, le système décisionnel dans le système nerveux est le même, hein, depuis longtemps. Il a un peu évolué, mais on a déjà son origine, chez des vertébrés, donc des grands ancêtres, dans la galerie de l'évolution, et que, et bien ce système, ne fonctionne pas bien. Il est il est il est conçu pour générer des décisions aléatoires et la théorie de Thomas Borot, bah, c'est que, c'est bénéfique, pour, la préservation de l'espèce et notamment l'aversion au risque, cette idée que prendre des risques, c'est mauvais, bah, ça serait, utile, pour, multiplier les chances de survie. Mais l'erreur aléatoire elle-même de raisonnement, serait utile en cela qu'elle, permettrait de créer des décisions inattendues, qui pourraient après tout, s'avérer meilleures que la décision,
la plus logique. Mais bon, ce qu'on peut retenir pour nous, entrepreneurs, c'est que, les décisions irrationnelles, nous amènent à des erreurs qui sont des erreurs, coûteuses. Alors voilà, bah, des erreurs, on va en faire à chaque fois qu'on prend des décisions. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'une fois qu'on a fait une erreur, on n'est plus tout à fait le même. On a été changé par cette erreur, par l'information qu'on a fait une erreur et on va se mettre à changer sa façon de réfléchir. Alors, avant de parler du break-even effect, qui est le sujet d'aujourd'hui, je vous rappelle rapidement le house money effect. J'aurais pu faire une chronique sur le sujet, tellement c'est drôle. Le house money, c'est quoi? C'est quand vous avez un gain d'origine aléatoire, hein, eh bien ça va, ou partiellement aléatoire, ça va déclencher une prise de risque plus importante. Alors, on l'a étudié, par exemple, si un trader, le matin, gagne de l'argent, l'après-midi, il sera plus susceptible de prendre des risques. Et on l'a vu aussi, dans, l'économie du jeu, hein, donc dans le monde du casino. Donc vous savez que ce sont des endroits où on étudie beaucoup le comportement humain parce que le casino a besoin de gagner, donc il a besoin d'avoir un avantage, structurel sur le joueur. Eh bien, un joueur qui gagne va être amené à prendre des risques plus importants. Alors pourquoi? Bah, parce que, le gain provient de l'extérieur. Vous ne vous l'attribuez pas à vous. Finalement, c'est un peu l'argent du casino que vous allez rejouer et pas le vôtre. Alors qu'évidemment, techniquement, c'est devenu le vôtre après le moment où vous avez gagné, où vous avez battu le marché, vous avez gagné de l'argent, face au marché. L'argent, il n'appartient plus au marché, il est bien à vous, quelque part à votre société ou à vous, trader individuel. Mais vous ne vous l'attribuez pas à votre talent, vous l'attribuez à quelque chose d'externe et donc du coup, ça devient quelque chose qui a moins de valeur, hein, donc l'argent du casino a moins de valeur et donc du coup, vous pouvez prendre plus de risques avec cet argent. Voilà. Donc vous avez cet effet, ce biais cognitif qu'on appelle le house money effect et qui est bien documenté. Vous avez un exemple parfait d'arnaque qui utilise le house money effect, c'est le Bonto. Alors vous savez, le Bonto, c'est ce jeu avec 3 cartes où il faut chercher la dame et où vous avez ça, au pied de la tour Eiffel pour ceux qui viennent visiter Paris, pour tous nos amis touristes, hein, la ville lumière et toutes les arnaques au pied de la tour Eiffel qui ne cessent de m'étonner, j'y passe régulièrement. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore plusieurs dizaines de gens qui arnaquent le touriste devant la tour Eiffel, mais sans doute qu'il y a une bonne raison à ça. Et donc, dans le Bonto, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous laisser gagner une fois, voire 2 fois. Et donc, avec cet argent que vous avez gagné, vous allez être amené à rejouer une troisième fois. Évidemment, cette troisième fois, vous allez jouer plus et vous allez perdre. Et donc du coup, pour un certain nombre d'étudiants, de la psychologie humaine, que sont, les arnaqueurs en particulier, il est évident que le, house money effect, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour vous manipuler et pour la petite, touche d'humour. Alors l'inverse en quelque sorte, c'est le break-even effect. Alors le break-even effect, c'est que à la suite d'une perte, par exemple une perte financière, vous êtes susceptible de prendre des décisions de plus en plus risquées, dans l'espoir de récupérer rapidement vos pertes. Et cette myopie décisionnelle va vous conduire à occulter le risque pour vous focaliser sur le gain potentiel, même si la probabilité est faible. Ça veut dire que vous allez essayer de vous refaire, tout simplement. Et donc, tous les joueurs connaissent ça, tous les casinos connaissent ça, mais toutes les institutions financières connaissent ça. Le trader qui a perdu, il va recommencer en prenant plus de risques parce qu'il veut couvrir la perte qu'il vient de vivre. Et au lieu de faire avec discipline un certain nombre de nouveaux paris rigoureux et raisonnables, il va parier plus gros. Voilà. Et donc, vous vous souvenez sans doute de ce qui était arrivé à Jérôme Kerviel, à la Société Générale, qui était parti dans une spirale jusqu'à maquiller ses pertes pour continuer à jouer. Alors, quelques exemples dans la vie de l'entrepreneur. Je vous en ai choisi 3.
un de nos clients avait fait un recrutement du collaborateur en alternance et ça s'était très mal passé. Et la caractéristique du recrutement en alternance, c'est que vous ne pouvez pas mettre fin simplement ou facilement à ce contrat. Et donc ils avaient, ce client avait son équipe avait supporté pendant près d'un an, une personne qui, cassait l'ambiance, qui, ne donnait pas du tout les résultats espérés et ça avait été incroyablement douloureux sur le fond comme sur la forme. Et alors qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que, eh bien, ils étaient, sur le point de ne plus recruter et de passer totalement, avec, des freelances pour la fonction, en question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez l'impact émotionnel, de ce recrutement, raté et qui n'a jamais raté un recrutement, hein, qui lève la main, on n'est pas inquiet, c'est arrivé à tout le monde, heu, les emmenait dans une piste de réflexion qui était vraiment, heu, irrationnelle au sens où pourquoi est-ce qu'un freelance, serait meilleur? Heu c'est simplement le fait que peut-être on peut arrêter plus vite avec lui, mais il coûte plus cher. Donc il n'y avait pas une véritable analyse, il y avait une sorte d'instinct de ne pas refaire, de ne pas reprendre la même décision, mais du coup d'aller prendre du risque à côté. Autre exemple, un de nos clients, alors ça c'est une histoire extraordinaire, pendant le Covid, il y a un salon professionnel qui se tient au UK dans son domaine, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, bon, bah, ça se fait juste sur le fil et c'est un congrès qui se tient tous les 2 ans. Donc en gros, ils décident d'y aller, c'est juste après le Brexit également et là, ils vont avoir les pires ennuis de la terre. Ils vont avoir, quasiment l'impossibilité de franchir la frontière avec leur, matériel de démonstration. Ils ont à louer un camion, ils vont s'apercevoir qu'en réalité, le camion n'est pas assuré, lorsqu'il arrive sur le sol anglais. Et donc du coup, ils vont se poser la question de continuer ou pas, avec le camion de location ou d'en louer un sur place. Ça va leur mettre, une demi-journée de problème. Le camion anglais qu'ils vont louer finalement va tomber en panne, sur, la route, de cette petite ville, de l'ouest de la Grande-Bretagne et enfin, quand ils arrivent et qu'ils font leur salon, eh bien, ils s'aperçoivent qu'en réalité, il y a personne. Résultat des courses, 2 ans plus tard, la question se pose de retourner à ce grand salon qui est un des grands salons mondiaux dans leur domaine. Et là, évidemment, toute l'équipe se remémore ce qu'ils ont vécu et en fait se dit: «Mais non, mais c'est pas possible, on ne veut pas revivre ça, et puis il y avait personne et puis, est-ce qu'il faut vraiment y aller?» et cetera et donc en réalité, ils vont choisir d'aller plutôt à un salon, qui se tient à Marseille et dont c'est la première édition et dans lequel évidemment, parce que c'est la première édition de ce salon, il y a personne et évidemment, ils vont aller au mauvais endroit alors que le salon de Grande-Bretagne finalement, redevient le premier salon mondial qu'il a toujours été et qu'ils vont rater cette année-là, enfin pour ces 2 années-là. Là encore, les émotions du désastre qu'ils avaient vécu les ont amenés à prendre une décision, qui était finalement plus risquée que la décision originelle. Un troisième exemple, c'est, un de nos clients qui a décidé de rentrer sur un nouveau marché avec, un marché très connexe à son marché, existant et qui s'est aperçu de 2 choses. C'est que ben, le marché ce marché-là a des marges plus basses le marché qu'il a, d'origine et que les clients, en plus, sont devenus des clients plus exigeants. Et pourquoi est-ce qu'il a pris, cette décision? Parce qu'il a eu des difficultés dans son marché primaire, dans le marché qui fait 90 de son chiffre d'affaires aujourd'hui et dans lequel il est, le leader du marché. Et donc en fait, dans sa zone géographique, étant le leader du marché, il est finalement, en mesure d'avoir la meilleure information que ses concurrents, la meilleure façon de, finalement
se repositionner que ses concurrents et au lieu de surfer cette petite difficulté temporaire, il est allé chercher l'herbe plus verte dans le pré d'à côté. Et aujourd'hui, avec plusieurs centaines de milliers d'euros investis en 2 ans sur ce nouveau marché, eh bien, il va en sortir. Donc il peut passer en pertes et profits l'intégralité du cash qu'il a utilisé pour ce nouveau marché. Alors comment lutter? Puisque nous sommes tous susceptibles, quand nous prenons des décisions, de prendre de mauvaises décisions. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce biais cognitif? Eh bien, la première chose, c'est de prendre la responsabilité, d'accepter la responsabilité de la perte initiale. L'erreur que vous avez commise, ça n'est pas le marché qui a fait une erreur, ça n'est pas, quelque chose d'extérieur à vous qui a fait l'erreur, c'est vous et c'est normal et c'est OK. Encore une fois, il y a que ceux qui ne décident rien qui ne font pas d'erreur. Une fois qu'on a accepté ça, on a accepté que ça peut nous arriver à nous, même au meilleur, même à l'entrepreneur, même à chacun d'entre nous. Il faut aussi qu'on accepte que ça puisse arriver à nos collaborateurs de faire des erreurs. Alors on peut commencer à séparer la décision de l'émotion, hein. On peut commencer à se dire: «Est-ce que je suis en train de réagir avec émotion?» puisque l'émotion est intrinsèque, hein, à notre raisonnement, fonctionnement de notre cerveau ou de nos cerveaux. On peut commencer à réfléchir à: quelle est la part d'émotion dans la décision que je suis en train de prendre? On peut aussi se donner un moment entre la réflexion et la décision. C'est-à-dire que, par exemple, on va se dire: «Ben, voilà, OK, je décide de licencier ce collaborateur, et je ne vais pas finaliser ma décision, je vais passer une nuit dessus». Vous connaissez le proverbe: «La nuit porte conseil». Qu'est-ce qui se passe la nuit? C'est que vous déconnectez. Vous passez à un autre moment et quand vous revenez le lendemain matin, vous n'êtes plus tout à fait la même personne et donc vous pouvez à nouveau regarder, la situation avec des yeux frais, avec un regard neuf et avec une émotion qui est apaisée. Donc se donner un moment entre la décision, qu'on prend et le fait de la confirmer. Et puis enfin, c'est ce qu'on conseille aux traders notamment, c'est ce que je vous conseille si vous êtes joueur de poker, de blackjack ou de roulette, revenez à votre stratégie prédéfinie. Revenez à ce que vous vous êtes fixé comme règle de fonctionnement. Si vous avez décidé d'investir 10 000 € par semaine en publicité dans les réseaux sociaux et que, il y a 2 semaines, ça fait 2 semaines maintenant que le résultat s'effondre et que donc vous avez le sentiment que vous perdez de l'argent, eh bien vous pouvez, décider, par exemple de réduire votre investissement. Vous pouvez décider de le doubler, ce sont 2 décisions qui peuvent s'entendre et s'argumenter. Mais la seule chose, c'est que il est peut-être plus sage de juste rester encore un petit peu sur la décision et la stratégie prédéfinie. C'est une question de discipline. Alors en conclusion, vous êtes moins rationnel que vous le croyez, mais ça, vous le savez si vous écoutez ces chroniques régulièrement. Rappelez-vous qu'une perte peut vous exposer à la tentation de vous refaire rapidement. Que ça, c'est l'élément déclencheur de cette prise de risque excessive. Essayez de rester stable émotionnellement et donc inspirez-vous de tous les philosophes qui nous ont indiqué combien l'émotion est dangereuse, et notamment les stoïciens. Et puis, finalement, accepter que perdre est inévitable. C'est consubstantiel au fait de jouer. Faire des erreurs va venir forcément dans le cadre des prises de décision. Et vous, entrepreneur, en tant que finalement responsable ultime de ce qui se passe dans votre entreprise,
Eh bien oui, bien sûr, vous allez faire des erreurs, vos collaborateurs vont faire des erreurs, et aucune raison d'être émotionnel par rapport à cela, surtout parce que maintenant que vous le savez, le break-even effect est là en train de vous menacer, de vous guetter pour vous sauter dessus et vous faire prendre encore plus de risques. Merci Patrick. Nous allons donc devoir reprendre le contrôle sur nos émotions une fois de plus. C'est terrible. Et en plus, nous allons devoir retourner à de l'humilité. Mais c'est incroyable. C'est surtout difficile à faire, hein, Je ne dans le sais feu de pas. l'action. Je ne sais pas. Ma plus grande qualité est l'humilité. Ma seconde est l'orgueil. Parfait, merci à toutes et à tous pour ce partage. Juste une question, pourquoi on appelle ça break-even effect? Pour moi, le break-even, c'est quand une entreprise arrive à être rentable, donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, c'est pas encore la fin Oui, de l'histoire puisqu'elle n'est pas encore payback, mais alors c'est exactement ça, c'est l'idée que comme tu as perdu, tu vas chercher à regagner pour revenir, à retrouver ton break-even. ah d'accord. Tu vois, tu as ton compte de gestion qui est en rouge et tu sais que tu peux pas et tu veux pas rester en rouge. C'est cette fameuse aversion au risque Pour qui va te rééquilibrer au plus vite. rééquilibrer au plus vite. Et c'est là l'erreur au plus vite. Sur le fond, tenter de réparer ces erreurs en prenant de meilleures décisions, c'est humain, c'est normal, c'est même souhaitable. Essayer de le faire l'après-midi quand tu es un trader, alors que tu as perdu de l'argent le matin, c'est un désastre. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment où on ne cherche pas à gagner, on cherche à éviter de perdre. On cherche à retrouver le point zéro, qui est tout ce qu'on a investi. On n'est même plus à se dire, non, mais regarde, on va mettre de l'argent et ça va finir par avoir été un bon investissement. On n'en est même plus là. Y compris chez les professionnels, et c'est ça qui est intéressant, hein. C'est-à-dire que euh, on a souvent rencontré des traders et dialogué avec eux. C'est un type de personne particulier, ça prend une certaine disposition intellectuelle et émotionnelle pour rester longtemps un trader. Et ce qu'on voit, c'est que la perte est considérée comme étant causée par soi, alors que le gain est généré par l'extérieur. Un truc de fou, un truc de fou. Le house money effect, j'ai gagné, je peux rejouer l'argent, c'est pas le mien, mais c'est pas vrai, c'est le tien. Tu as gagné. Mais ça semble être l'argent de quelqu'un d'autre. Je perds de l'argent, c'est ma faute, il faut que je me rattrape tout de suite. Comme si ben, j'avais un risque de survie, en fait.